très brièvement vous raconter comment l'idée de cette séance est née d'un mail, d'une invitation à Jean-Pierre Thorne. On l'a invité pour participer à la table ronde de cet après-midi. Et il nous a répondu, vous vous rappelez, oui, mais moi je fais des images et j'accepte qu'à condition que je puisse montrer des images et montrer mon film. Et il nous a proposé de regarder ce film, qui est son dernier film. Et nous avons été enthousiastes de cette réponse, on vous l'avoue. Il semblait très cohérent pour nous et de votre personnalité. Et on s'est tout de suite tourné vers le Select, vers Chabi. On a dit, Chabi, il y a une idée encore plus grande de ce qu'on avait, parce qu'on a osé inviter quelques cinéastes, et les cinéastes nous relancent sur une idée encore plus vertigineuse. Qu'est-ce que tu penses? Et Chabi était enthousiaste aussi. Et voilà, les séances d'aujourd'hui naissent de ça. Et voilà, je laisse la parole. Oui, on a la chance d'avoir Jean-Pierre Thorne dès le début, donc on va lui laisser la parole et dire quelques mots. En tout cas, merci de votre invitation, parce que sans ça, ce film n'aurait pas été montré à Saint-Jean-de-Luz, je pense. Donc voilà, c'est pour dire le peu de place qui reste aujourd'hui pour le cinéma indépendant en France. Dire que ce film est un peu particulier, c'est un film que je fais un peu, disons, pour voir en arrière dans le rétroviseur ma vie, puisque depuis 68, j'ai eu la chance de rencontrer ce grand mouvement populaire. J'ai fait un film qui s'appelle Oser lutter, oser vaincre, qui était un peu un film très représentatif de nos espoirs. Et ce film m'a amené du coup à quitter le cinéma, à travailler à l'usine pendant une dizaine d'années, parce que je trouvais qu'on trichait en parlant d'un mouvement ouvrier qu'on ne connaissait pas, en fait. Et donc, j'ai fait du syndicalisme à l'usine de manière assez passionnée et passionnante. Et j'ai fait un film qui s'appelle Le dos au mur, que les salles de recherche ont commencé à diffuser, parce que, voilà, grâce à vous, ce film a énormément été diffusé. Et ensuite, j'ai fait aussi un film de fiction grâce à Wim Wenders qui s'appelle Jeter dans la peau, qui raconte le destin d'une femme syndicaliste qui a posé le problème de la place des femmes dans le syndicalisme, qui était autour d'un mouvement assez connu qui, à l'époque, qui était le journal Antoinette de la CGT, journal qui a disparu. Et l'héroïne dont j'ai raconté l'histoire s'est suicidée, donc elle avait 52 ans. Et voilà, j'ai fait un film de fiction pour raconter cette histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la culture hip-hop. Ça me permettait vraiment de prendre un ballon d'oxygène, je dirais, par rapport à cette histoire assez sombre que j'ai vécue dans le monde du travail. Et depuis, je n'ai cessé de filmer Génération Hip-Hop, Faire kiffer les anges. On n'est pas des marques de vélo, dont on a passé un extrait cet après-midi. Et bon, j'ai découvert que ce mouvement était en fait celui des enfants avec lesquels j'étais à l'usine, les enfants d'ouvriers, voilà, d'origine immigrée, mais qui sont des Français à part entière et qui réclament leur place qu'on ne leur donne pas. Et donc, voilà, à un moment donné, tous les amis autour de moi, après j'ai fait un film avec le mouvement des femmes marocaines, Allez Yallah, qui raconte comment elles luttent contre l'intégrisme religieux qui vient amputer leurs droits. Et donc beaucoup de copains me disaient, mais toi, pourquoi tu fais ça? Et je me suis dit que dans le fond, ils avaient raison, et qu'il fallait que j'ose me mettre un peu, que la caméra parle un peu de moi, pourquoi je fais ça. Et donc c'est un film étrange que vous allez voir, qui est un mélange
d'une histoire amoureuse que je parle à ma bien-aimée qui a disparu au lendemain de 68. Des lettres, on s'est écrit environ 150 lettres, et donc je reprends des extraits de lettres que j'ai fait lire par une chanteuse qui s'appelle Mélissa Lavo, qui m'a apporté sa joie de vivre, pour éviter tout pathos, je dirais. Et parallèlement, je retrouve les gens que j'ai filmés toute ma vie, savoir eux qu'est-ce qui reste de leurs utopies, voilà. Et donc c'est un drôle de film qui travaille sur le lien entre l'intime et le collectif. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai eu l'aide ni du CNC, qui a considéré, enfin, en l'occurrence, c'est pas le CNC en direct, c'est les commissions qui considéraient que je ne faisais pas partie de l'industrie. Donc ce film n'a pas été soutenu, ce qui pose à ma productrice des gros problèmes financiers, bien sûr. Et ensuite, j'ai essayé de le faire financer par Arte, qui a refusé, en disant que j'ethnicisais les rapports sociaux. Ça me fait rire. Et donc, voilà, je raconte tout ça pour montrer comment des films indépendants qui essayent, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais qui essayons de coller à la réalité de notre siècle et de notre histoire sociale et intime, nous, pourquoi on s'est engagé dans toutes ces luttes, n'avait plus de place aujourd'hui dans le cinéma français. Et s'il n'y avait pas des salles indépendantes comme celle-ci, des associations comme celle que vous avez fait d'Archipel des Lucioles, ben ces films n'existeraient tout simplement plus. Voilà, donc je voulais vous remercier, je l'ai fait tout à l'heure, mais merci à vous. Voilà, si vous n'existiez pas, ces films ne seraient plus montrés. Merci. Merci à vous. On se retrouve après, du coup. N'hésitez pas à échanger. Bonne projection. Alors, première question. Donc, vous le disiez tout à l'heure en présentation, effectivement, c'est une œuvre hybride, à la fois poétique et politique, qui rassemble aussi 50 ans à peu près de carrière. Comment avez-vous structuré votre récit entre les lettres, comment s'est construit ce projet dans votre tête au tout début du projet? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais besoin un peu de faire le point sur tout le destin des personnages que j'ai rencontrés toute ma vie et le lien que ça avait avec mon histoire intime. Parce que je pense que je trichais si je parlais que d'un engagement politique. Derrière mon engagement, il y avait en fait le fait que j'arrivais plus à vivre sans Joël, et que voilà, donc je me suis établi à l'usine, il y a eu toute l'histoire, mais je voulais rétablir ces faits aussi pour donner à lire que un militant, c'est jamais seulement un engagement intellectuel, c'est un engagement physique qui vient de loin. Je pense qu'il fallait avoir cette honnêteté-là. Après, pour l'écrire, ça a été très compliqué. C'est le seul documentaire que j'ai fait où j'ai travaillé avec un scénariste, Pierre Chausson, qui avait fait un très beau film, d'ailleurs, qui s'appelait Malika. Et j'ai voulu travailler avec lui parce que j'avais besoin de quelqu'un pour me faire parler, me tirer les vers du nez, essayer de structurer l'histoire, c'était quoi les personnages importants. Voilà. Et donc, le film, si vous voyez ces 50 pages, c'est très écrit. Hein. Après, il y a eu des personnages qui sont dégonflés en cours de tournage. Donc j'ai été obligé de pallier à leur absence. Des personnages du coup que vous aviez filmé? Non. Ah, non. Oui, que j'avais filmé. Et je voulais voir aujourd'hui notamment un mec que j'aime beaucoup, qui était à l'Alstom avec moi, qui s'intitulait les Tartampions qui font partie d'Aucun Machin, qui était un des leaders du comité de grève. Et ça m'intéressait de savoir qu'aujourd'hui, à la retraite, comment il parle. Et lui, quand on arrivait chez lui, pourtant j'avais travaillé, je l'avais revu et tout, il m'a dit « Ah mais non, mais moi,
Et donc, moi, j'avais du matériel, une équipe, et voilà, j'étais obligé de partir parce que il y avait rien à faire, quoi. Et donc, ça a été très douloureux pour moi parce que j'ai vu aussi que cette histoire, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la... Enfin, en tout cas là, pour ce copain-là, c'était... Il voulait dire, faut nous la paix, on va pas toujours ressasser ça, maintenant on est... Voilà. Donc, après, moi, ce qui m'a beaucoup, ce que je dis toujours, beaucoup mobilisé en fait mon énergie du film, c'était le fait d'emboîter deux films dans le même. C'est-à-dire, je cherche toujours des formes qui créent des ruptures, qui fait que les gens travaillent à reconstituer, eux, la continuité. C'est-à-dire, j'aime bien montrer des films discontinus parce que je pense qu'un des problèmes clés qu'on a en tant que cinéaste, c'est comment sortir du naturalisme, comment sortir des films qui disent le réel, c'était comme ça. Non, je pense que le réel est toujours une construction, il y a du hors-champ, et je trouve que c'est important de faire travailler le public pour reconstituer lui le lien entre... C'est pour ça que quand le CNC, quand je suis passé en commission, le film a été sélectionné 2 fois, et les gens me reprochaient en disant « mais il y a 2 films dans le même film, faites un choix ». J'ai dit « mais non, mon propos c'est justement l'articulation entre l'intime et le collectif, et je ne vois pas pourquoi vous m'empêcheriez de le faire ». Voilà. Donc je dis souvent une phrase de Bertolt Brecht qui dit... En gros, en cette époque de sanglante, et on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ne dites jamais c'est naturel afin que rien ne passe pour immuable. Et c'est vraiment ça. Et c'est là, moi j'aime que justement les 2 histoires s'entrechoquent, se télescopent, et montrer un film, je sais pas, on est à l'époque quand même après, je sais pas, dans la poésie beatnik, les collages, l'époque aussi du surréalisme, les collages de Godard, et je trouve que le cinéma est beaucoup trop naturaliste. Enfin, voilà, je dis souvent, je sais pas si, que c'est en fait le naturaliste dire que le réel est, mais non, c'est un regard qu'on porte dessus, tout film. Je trouve que ne dites jamais c'est naturel, pour moi c'est la base de mon travail. Voilà. Et donc de chercher le spectacle au sein du documentaire, de mettre quand je fais de la fiction, je mets des amateurs qui jouent, et là au contraire c'est très écrit, et de voir sans arrêt les jumps qu'il y a entre les parties amoureuses. Par exemple, la plus terrible au début, c'est quand je monte cette dune et que voit apparaître la mer et l'écume des vagues, et que derrière arrive 68, ça fait chaque fois un choc. Et ce choc, je le cherche, quoi, pour dire réveillez-vous, quoi. Le monde va mal, on va à notre perte. Et cherchons à modifier ce monde, et donc que le cinéma soit un outil de transformation quelque part. Bon, sans doute, je suis devenu plus... Enfin, j'ai conscience en disant ça que je me berce un peu d'illusions, mais bon, c'est l'utopie que j'ai de faire un film. J'ai beaucoup aimé dans le débat tout à l'heure Jean-Gabriel Perriot qui disait que justement, on fait des films pour agir sur le monde. Après, on ne se fait pas trop d'illusions sur les résultats qu'on a, mais en même temps, il faut avoir cette croyance-là, sans quoi on ne fait pas de film. Enfin, moi, en tout cas pour moi. Et
je dis aussi que si je montre des personnages individuels, c'est en fait pour parler d'un temps collectif. Si je filme à Flins, c'est pour parler de tout 68. Si je filme avec Bouddha, qui était un danseur menacé d'expulsion dans le cadre de la double peine, c'était pour évoquer plus largement la crise des banlieues où la jeunesse se sent pas à égalité. Et donc, voilà. Et tout film, j'essaye un petit peu de... Enfin, j'ai dit que je cherche du cinéma épique. Je ne sais pas si c'est entendu, mais en tout cas, c'est mon moteur intime. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y en a une. Oui, je sais que c'est toujours difficile de parler après le film, mais bon. Oui, j'avais une question. Oui. Est-ce que vous avez kiffé retrouver Joël ? Oui, quelque part, oui. Oui, oui, bien sûr. Le truc le plus dur pour moi, c'était sa voix. Parce que j'avais quelques images, des photos que vous avez vues, mais j'ai oublié sa voix. Pour moi, c'est terrible. Et j'ai cherché s'il n'y avait pas des gens qui l'avaient enregistré, s'il n'avait pas fait du théâtre. Non, en fait. Et donc, j'ai rencontré des comédiennes. Et jusqu'au jour où j'ai entendu Mélissa Lavo dans une interview, et j'ai trouvé qu'elle était géniale parce qu'elle avait cette liberté de ton, ce rire, et je pensais qu'elle m'apporterait au film quelque chose qui éviterait de tomber dans le pathos. Voilà. Et donc je suis extrêmement reconnaissant à Mélissa d'avoir accepté. C'est pas du tout une comédienne, et j'aimais même sa maladresse, quoi. Voilà. Donc c'était ça qui était le plus dur. C'est comment faire revivre les lettres, puisque bon, j'ai la chance d'avoir gardé toutes ces lettres. Et très vite, je suis arrivé à la conclusion que, avec Pierre Chausson, donc avec qui on a écrit le film, qu'il fallait qu'il n'y ait que ces textes à elle et que moi j'y réponde par le présent. Enfin, voilà. Donc c'était très troublant parce que c'était un dialogue avec une morte, une absente. Donc c'est un film qui m'a énormément déchiré en le faisant. Voilà. Voilà. Et juste une petite précision sur les lettres, d'ailleurs, vous les avez retravaillées ou c'est vraiment mot pour mot C'est les lettres, bon, je les ai condensées, j'ai pris que des extraits. Il se trouve que je les avais retapées à la machine, elles étaient plus... Et en fait, comme un con, j'ai jeté les lettres d'origine. Et donc là, pour le film, je suis parti du travail que j'avais fait moi pour tout retaper à la machine, les lettres. Après sa mort, c'était une manière pour moi de communiquer avec elle. Ouais. Une très belle façon de communiquer avec elle. Il y a une autre question, je crois. Bonsoir. Est-ce que vous réfutez l'idée que ce film puisse être un testament ou pas ? Un testament ? J'espère que non. On me l'a déjà souvent demandé. Bon, c'est sûr que moi, ce qui m'intéressait, c'est comment l'envie de révolution, c'est pareil qu'un premier amour. Et donc, cette joie, cette liberté de ton, qu'on avait au début de notre relation, je trouve que ça parlait du désir de 68. Et que plus ça va, plus le film... bon, quand même, on voit aujourd'hui, dans l'usine où j'ai travaillé, que ça devient des bureaux. Enfin, tout... même, enfin, je vois même des danseurs comme Farid Berki qui veulent rester optimistes alors que le monde est en train de partir dans tous les sens. C'était pour moi aussi, enfin c'est une histoire terrible, c'est l'histoire d'une mort, enfin quelque part, la mort de la Révolution, en parlant un peu de manière simpliste ou caricaturale. Et heureusement pour moi, très vite est arrivée l'idée qu'il fallait que je trouve la danse à la fin pour
montrait comment le corps, pour moi, c'est une résurrection de Joël. Enfin, pour moi, c'était clair. Et c'est une danseuse qui vient du crump. Et comme j'ai fait tous mes films dans le hip-hop, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le crump, aujourd'hui, régénère le hip-hop. Et j'ai fait un truc qui est assez gonflé, c'est-à-dire de faire danser ces danseurs sur la guitare électrique de Serge Tessoguet, qui est le fondateur de Noir Désir. Donc c'est aussi le rapport entre le hip-hop et le rock. Et voilà. Parce que eux font ce travail enfin, Serge a monté un groupe à un moment avec Kazé, et qui est pour moi une des plus grandes rappeuses, les plus politiques aujourd'hui. Et justement, elle avait besoin du rock pour retrouver sa rage originelle, parce que tout mouvement artistique, avec le temps, perd sa rage. Et là, j'ai adoré ce plan séquence. On l'a tourné de deux manières. On l'a tourné en travelling, mais ça a effacé le corps. Et donc là, Verdet, enfin, à la caméra, m'a fait un boulot extraordinaire, parce que vraiment, enfin, comment dire, le mouvement de la caméra recule légèrement, mais on est vraiment dans le corps. Alors après, c'était pour l'ingénieur du son, c'est truffé de micros pour entendre le souffle du danseur, ou les baskets sur le sol, pour retrouver le mouvement. Mais c'était vraiment, en le tournant, on a vraiment senti qu'il se passait quelque chose d'important. Et là, Serge improvise complètement, et elle réagit avec son corps. Voilà. Et donc, moi, derrière cet échec, donc peut-être c'est un testament, si vous voulez, c'était de dire, oui, mais on est toujours là, on est vivant, on ne baisse pas les bras, on fait face, et on danse. Enfin voilà, donc c'était pour moi très important, ce plan séquence qui dure 4 minutes, je crois, qui était... voilà. Parce qu'après, c'est toujours ça qui est difficile quand on a des petits budgets, c'est de savoir où on met l'argent. Et moi, j'avais dit à ma productrice, non, là... en gros, on a une journée de travail, parce qu'il fallait nettoyer le sol de l'usine pour que Nash puisse danser. Il fallait truffer de micros. On a fait 5 prises, je crois, et c'est la 3e qui était la bonne. Donc c'est comme de la fiction, c'est sûr. Mais c'est ce que j'attends du cinéma, de créer des ruptures, de nous bouleverser, voilà, nous faire réfléchir, parce que c'est vrai que quand on voit ce qu'on a, enfin pour moi en tout cas, je le vois comme ça, ce qu'on a créé depuis 68, on subit échec sur échec, et je trouve que montrer que le peuple est toujours là, debout, qu'il affronte, c'était hyper important. Voilà. Alors je voudrais juste revenir, le film est sorti en 2019 ou... Le film est sorti au moment juste avant le Covid, ce qui fait en 2020, je crois, ou fin 2019. Ouais. Et donc on était encore en sortie de Gilets jaunes, des Gilets jaunes. Oui. Donc une lutte que vous racontez comme un fil rouge et qui finalement rebondit. Maintenant on est en 2023. Quel regard vous portez sur ces luttes? Parce que du coup on voit l'échec effectivement d'une lutte qui rebondit et qui donne un sentiment peut-être un peu optimiste aussi, de se dire que la lutte continue. Oui. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes? Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me décider d'aller filmer avec eux sur un rond-point. J'en ai par Internet. J'aime pas ça de débarquer dans des endroits où j'ai pas avant créé les bases d'un dialogue avec les gens. Et étonnamment, ça s'est super bien passé. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et bon, j'étais content de garder d'eux une image... c'est étonnant, Fabienne, qui parle de... Il faut que les politiques soient comme les artistes, qu'on
qu'on recrée sans arrêt. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une parole tellement libre que j'ai été épaté. Et eux, quand j'ai sorti le film à Montreuil, ils ont pris une voiture, ils sont venus. Et donc j'étais extrêmement touché de ça. Puis je garde des relations avec eux. Moi, j'y tenais beaucoup pour dire 68 n'est pas mort. C'est-à-dire ça continue. Il y a eu toutes les émeutes, enfin les révoltes populaires en banlieue des années 2005 et puis maintenant Naël. Mais il y a aussi les Gilets jaunes et de relier ces luttes entre elles parce que je ne supportais pas tout macronisme et tout qui a craché en leur disant qu'ils sont ils sont antisémites, etc. C'était insupportable pour moi et aussi certains cinéastes dont je tairai le nom qui sont allés sur des plateaux de télé pour cracher sur les Gilets jaunes. Et il était important pour moi que je m'engage d'être à leur côté. Voilà. Et je suis content. C'était un pari qui n'était pas gagné parce qu'on n'avait plus d'argent à ce moment-là. On a mis 2 jours de tournage sur cette séquence. Et voilà, ma productrice, naturellement, s'inquiétait. Mais je pense que j'ai bien fait de le faire. Ça montre que ça continue. Mais en même temps, il faut voir la répression qu'il y a eu. Le nombre d'yeux crevés, de bras, de jambes mutilées. Voilà. Mais on est toujours là, comme dirait NTM, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda. Voilà. Oui, justement, on entend Nordine aussi dire qu'il faudrait couper des têtes et vous mettez donc cette fameuse chanson de NTM. Oui, de NTM. Et est-ce que du coup vous croyez à cette révolution sans violence? Parce que c'est la question un peu brûlante dans les révoltes sociales. Bon, je pense qu'on n'aura pas le choix, que le système devant nous est tellement violent que malheureusement, je dirais... voilà, les choses ne passeront jamais simplement avec un système qui est prêt à tout pour nous écraser. Donc j'ai mis NTM parce que c'était le générique de début de Faire kiffer les anges. Et donc, comme Nordine ouvrait Faire kiffer les anges, je voulais qu'il y ait cet aspect-là. Bon, après, c'était des problèmes de droit, on n'avait pas d'argent. J'ai pu en acheter qu'un tout petit bout parce que c'est aussi les contraintes dans lesquelles on est en tant que cinéaste. Penser aussi aux problèmes de la production. Et moi, c'était très important. C'est-à-dire, au début, c'est l'Internationale et une des plus belles internationales que j'ai filmées où... les gens dans la rue chantent leur espoir, c'est quand ils brûlent les urnes des votes à bulletins secrets. Au milieu, c'est justement qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. Et à la fin, c'est la Marseillaise. Pour moi, ça raconte une histoire. Et une Marseillaise qui est chantée faux en plus. Et ça a été des grosses discussions. Ma monteuse dit « Ah ben non, tu les discrédites et tout ». J'ai dit non, au contraire, il faut voir les choses en face. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Donc, pour moi, ça raconte le film, cette évolution-là. Est-ce qu'il y a oui, une question. Non, est-ce qu'on peut entendre est-ce le qu'on micro? vous entend pas? Parce qu'on enregistre le débat. Bonsoir. Bonsoir. Où et comment vous avez conservé vos images d'archives? Mes images d'archives. Les vos films. Hein, grâce, je les quoi. remercie au générique. Je tiens à le dire, c'est la Cinémathèque de Toulouse qui, depuis des années, garde les originaux de tous mes films et les a numérisés en qualité numérique, qui me permet de continuer à les présenter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les salles ne sont plus équipées pour passer du 16 mm, n'en parlons pas, mais même du 35, puisqu'à l'époque, Faire kiffer les anges, j'avais des copies de 35. Et donc, grâce à la Cinémathèque de Toulouse,
j'ai pratiquement tous mes films et c'est très important. Et pour moi, c'est comment la mémoire de nos luttes, la mémoire du peuple peut continuer à vivre. Et ça passe aussi par ça, par le fait, puisque les salles se sont numérisées, il faut qu'il y ait des moyens pour que nos films continuent à vivre aujourd'hui, que cette mémoire irrigue nos luttes actuelles. Voilà. Et donc, merci vraiment, heureusement qu'il y a j'ai une grande admiration du boulot qui est fait. Voilà. Alors peut-être pour conclure, parce qu'il faut vous laisser le temps de manger entre les films. Oui, il y a une question, je crois. Il y a une question ? Oui, non ? Est-ce qu'il y a un projet de film ? Non, j'ai décidé que j'arrêtais. Parce que j'en ai marre j'en ai marre de me battre contre un système, ça demande une telle énergie. Non, franchement, je le disais tout à l'heure, quand je sortais des films comme Jeter dans la peau, bon, j'avais une dizaine de copies. Après, quand j'ai sorti les films suivants, c'était plus qu'une salle à Paris, le même cas de Beaubourg. Maintenant, c'est plus que l'espace Saint-Michel à une séance par jour. Et de ce fait-là, les gens, même les salles d'arrêt-essai, beaucoup ne prennent pas nos films en disant « mais à Paris, vous avez fait que 200 entrées semaine, donc nous, ça ne fera pas 10 ». Et c'est infernal, quoi. Et c'est infernal parce qu'en plus, la télé, quand je vois Arte, me dit que j'ethnicise les rapports sociaux. On a affaire à un système tellement qui nous écrase, tellement idéologiquement, qu'il faut des rapports de force, il faut que le public intervienne, il faut qu'on crée des liens. Et c'est vrai que pour l'instant, bon, peut-être je changerai dans quelques temps, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de repartir dans cette guerre-là, qui a été vraiment... C'est 5 ans pour faire ce film. Et vous imaginez, sur un film comme ça, tenir l'envie de faire le film. Moi, je sais qu'à des moments donnés, j'ai failli arrêter quand j'ai eu ni l'avance, ni... Parce qu'on l'avait vraiment écrit pour le sortir en cinéma avec l'avance sur recette. Et alors que le film était sélectionné, donc on pouvait se dire, bon, celui-là, il y a des chances qu'il sorte mieux. Et quand vous voyez la façon dont on est traité, y compris par Arte, avant, bon, Garel est parti, et on a maintenant un monsieur qui vient de France Télévisions, ils ont plus cette envie de création et de chercher des choses qui sont... Donc, nous, il faut... Enfin, bon, pour faire un film, ça coûte pas très cher, nos films, mais enfin, quand même, il faut payer Sylvain Verdet, mon ingénieur du son, ma monteuse, on est resté 6 mois en montage, vous imaginez. Et donc, bon, moi, on n'en parle même pas. De toute façon, on fait ces films, on va dire, on n'est pas payé. Et donc, on profite, il faut le dire, du système des intermittents du spectacle, sans quoi ces films n'existeraient pas. Donc, il y a un vrai problème de société, tout le monde le sait, mais on ferme sa gueule, quoi. Et donc, moi, je suis triste... que des gens comme la Société des réalisateurs de films aient abandonné ces combats. Aussi, j'ai été longtemps, j'étais un des fondateurs de l'ACID, qui est l'agence du cinéma indépendant pour sa diffusion. J'y croyais beaucoup, d'unir les réalisateurs sur l'idée qu'il faut qu'on aille montrer nos films dans les régions. Si on a 10 salles, on peut tirer des copies supplémentaires. Enfin, c'était... quand même une épopée, vraiment, au début, quand on a créé l'ACID. Et aujourd'hui, quand je monte le film, la nouvelle génération de cinéastes dit « Ah non, c'est pas un film indépendant, on prend pas ». Donc, bon, moi, j'avoue, j'en ai un peu marre qu'on ait un système qui se pose pas plus la question de l'avenir du cinéma, tout simplement.
Donc c'est pour ça que je suis ici aussi, parce que je trouve que des associations comme celle qui se passe là avec l'archipel des Lucioles, c'est tellement important. Moi, s'il n'y avait pas eu dans le temps passeur d'images, mes films n'auraient pas existé. Et donc c'est ça, même un film comme Faire kiffer les gens, à l'époque c'est le CNC qui payait la moitié de la copie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le numérique, donc il fallait tirer des copies 35. On avait monté un plan avec la PJJ, le FAS, les DRAC, enfin, et on marchait avec une association lyonnaise, Interservices Migrants, où il y avait une copine derrière un téléphone, et chaque fois qu'on avait la demande d'une salle, on envoyait soit des danseurs, soit des graffeurs, et c'est énorme. On a dû faire 130 débats dans toute la France, avec chaque fois des artistes, enfin les protagonistes du film, qui prenaient la parole, et c'était passionnant. Et aujourd'hui, faire des choses comme ça paraît impossible, mais c'est dingue, quoi. Enfin, c'est dingue parce que c'est ça la vie du cinéma, c'est ça. Et moi, à tel point, quand j'ai fait Faire kiffer les anges, je me rappelle, on allait dans des facs, c'était à Lyon 2, à Lyon. On s'était mis d'accord avec le projectionniste. On avait mis la même musique que la séquence de fin qui fait où les gens font un freestyle. Et donc, comme c'était à Lyon, j'ai commencé là, et tous les danseurs étaient là. Et donc, la lumière s'allume et ils dansaient devant le public. Et il y avait plein d'étudiants qui étaient complètement ébahis, qui du coup, ça crée du débat. Les danseurs sont encore en sueur et des gens devant sont épatés. Et du coup, on s'était dit, on va aller plutôt sur la pelouse dehors, il faisait beau et tout. Et il y avait des débats profonds, quoi. Et une étudiante, à un moment, j'étais avec Mourad Merzouki, qui dit à Mourad, mais merci d'avoir contribué à ce film, parce que si je vous avais croisé dans la rue, j'aurais eu peur, j'aurais changé de trottoir. Et Mourad dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je suis un Français comme toi. Donc c'est là où le cinéma permet de rétablir des ponts, de créer des passerelles pour justement lutter contre cette discrimination globale de la société française. Voilà. Et bon, si c'est plus la préoccupation des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est dur. Mais c'est la préoccupation, en tout cas, de l'archipel et de Oui. l'association et de Oui. l'objet aussi de ces rencontres. Donc, un grand merci, Jean-Pierre Thorne, d'être venu. Un grand merci à vous. Et bonne soirée. Et vous pouvez vous restaurer au cinéma si vous le souhaitez. Voilà. Et si vous voulez passer le film, il y a un distributeur et le film existe en DVD, parce que ça, je suis très heureux d'avoir pu faire 4 coffrets DVD des films importants de ma vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il continue à être montré dans des écoles. Enfin voilà, donc j'y tiens beaucoup. Et les autres films, pardon, je permets. Oui. Du coup, les autres films anciens aussi, la Cinémathèque de Toulouse fait le rôle de diffuseur de vos films, donc des copies de vos films. Oui. Voilà. Donc, Oui. si vous êtes intéressé à projeter les films anciens de Jean-Pierre Thorne, la Cinémathèque de Toulouse permet cette possibilité. Voilà, oui, tout à fait. Et vous pouvez les contacter.